Bonjour mesdames et messieurs, nous allons passer donc 45 minutes ensemble pour parler des fonds négociés en bourse et des robo-advisors. Et on va essayer de vous démontrer que c'est une véritable chance pour la gestion française. Donc pour parler de ce sujet des robots, des fintech, on a la chance d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur présent à la Bourse de Paris. On a pour représenter l'offre, bien sûr, deux maisons de gestion avec AXA IM et Dorothée Solou, Global Head of Product Management d'AXA IM. Et notre deuxième maison de gestion, c'est Ecofi Investment, avec Monsieur Laurent Vidal, directeur du développement d'Ecofi Investment. Pour la location, nous avons une fintech, une jeune fintech, triple A, et plus exactement Active Asset Allocation, représentée par sa cofondatrice Adina Grigoriou, qui est également directrice générale. Pour l'exécution, bien sûr, de cette chaîne de valeur, eh bien, on a un représentant d'Euronext, ça va de soi, avec M. Brieux Louchard, responsable du développement ETF et fonds. Et pour accompagner, in fine, ou tout au bout de la chaîne, accompagner le client, parce que le client, il faut le soigner, vous le savez bien, nous avons une autre fintech représentée par Olivier Gentier, qui est directeur général d'Advise. Donc on va passer 45 minutes pour essayer de voir que finalement, ce monde des fintechs, ce monde des robo-advisors, qu'on annonce pour demain, il est déjà bel et bien présent et qu'il est vraiment, il apporte de la valeur ajoutée à l'écosystème en France et dans le monde. D'abord, pour commencer, on va s'attarder un petit peu sur les raisons du changement. Pourquoi le changement, c'est maintenant? C'est une phrase connue en politique, mais c'est aussi dans le monde dans le monde de la finance. Alors pourquoi notre public, les investisseurs, les particuliers sont prêts à écouter, à aller vers des fintechs? Dorothée, est-ce que vous avez le sentiment que le public a évolué au cours de ces années? Clairement. Bonjour à tous. Si vous m'entendez, c'est bien. Nous, chez AXA IM, on est complètement emballés par ce projet de listing des fonds. Parce que comme on est un gérant actif et que, comme vous le savez, il y a une forte concurrence dans le domaine de la gestion et notamment des ETF, quand Euronext est venu nous parler de ce projet, on s'est dit c'est une super chance pour AXA IM. On a envie de positionner notre offre au plus près des besoins des clients. Et comme on voit que les habitudes de nos clients, elles évoluent, leurs besoins évoluent, ils recherchent des solutions plus efficaces en termes opérationnels et de coûts. Et donc l'aventure du listing nous a semblé particulièrement pertinente sur ce point. Et vous, Olivier, chez Advise, est-ce que vous percevez un changement dans l'attitude des clients qui ont besoin de conseils, mais que ce conseil se véhicule différemment aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a eu bonjour à tous. Je crois qu'il y a eu un changement global d'attitude du consommateur en fait, qui aujourd'hui, avec l'arrivée des smartphones, des tablettes, etc., a l'habitude que on vienne à lui et qu'on lui facilite la vie. C'est vrai dans le quotidien, et finalement, c'est pas très vrai dans la finance. Vous allez tous me dire si il y a toutes les banques qui ont déjà des apps depuis longtemps. Oui, certes, mais quand on veut vraiment recevoir un conseil financier, c'est-à-dire quand on veut savoir comment orienter son épargne, et en particulier son épargne longue, qui, je le rappelle, même si je pense que tout le monde le sait dans la salle, est aujourd'hui très très majoritairement sur le fonds euro des contrats d'assurance vie, si on veut réorienter son épargne, on a finalement accès à peu de choses. Alors vous allez me dire, mais si, il y a 15 ans, il y avait déjà les banques en ligne. Oui, il y a 15 ans, les banques en ligne, elles sont venues avec une première disruption, avec finalement une disruption par les prix et par l'offre. On a vu arriver énormément d'offres de produits, de services, des prix de plus en plus compétitifs, mais finalement pas du tout de solutions de conseil. Et c'est ce que nous, robots, on essaye d'apporter aujourd'hui, c'est-à-dire dire au client, dis-nous simplement qui tu es. On va essayer rapidement de te présenter une proposition et on va t'aider à la fois à la mettre en place, c'est-à-dire à souscrire à une allocation qui te correspond, et surtout la suivre après dans le temps. Et c'est vrai qu'on a vu, nous chez Advise, on a lancé cette solution en 2012, on a vu effectivement une évolution, on a vu au début, bien entendu, les premiers geeks arriver, c'est toujours eux généralement qui sont à la pointe de l'innovation et qui écoutent et qui arrivent. Et puis très rapidement, ça fait maintenant 3 ans à peu près, on a vu arriver des gens qui étaient déjà équipés, qui avaient déjà l'habitude de s'adresser à des réseaux traditionnels et qui sont venus chercher chez nous finalement ce qu'ils n'avaient pas ailleurs, c'est-à-dire le conseil et le suivi de ce conseil dans le temps. Et c'est pour ça que des initiatives comme effectivement la cotation des fonds en bourse, je pense, s'accompagnera aussi de ce besoin derrière de conseil et de suivi du client, qu'il ne faut pas se leurrer, des réseaux physiques aujourd'hui ne peuvent plus faire tout seuls sans l'aide du digital.
Donc on a un public qui est sensible bien sûr au prix, ça vient des ETF, on a eu un atelier tout à l'heure avec des prix qui vont qui tendent vers zéro, même s'ils ne sont pas tout à fait à zéro. On a un besoin de produits et de conseils de façon un peu plus ludique, et ça, ce conseil ludique, il vient aussi avec des ruptures technologiques. Adina, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point sur ces ruptures technologiques qui permettent justement d'aller plus loin, de faire de meilleures allocations d'actifs, et quels sont les produits, on va dire, vraiment très innovants? Bonjour. Donc effectivement, le digital, en fait, n'est pas une fin en soi. Le digital est un moyen. C'est un moyen de mettre à disposition de tout le monde un tas de choses. Donc déjà, effectivement, faciliter l'accès, mais aussi faciliter la compréhension de choses qui sont relativement complexes. Typiquement, quand vous pensez à votre retraite, déjà, est-ce que dans la salle, vous savez quelle va être votre retraite? Alors, quelques-uns, d'accord. Est-ce que vous êtes satisfait avec ce niveau de retraite? Je vois des têtes qui font non. Mais alors, que pouvez-vous faire pour y remédier? Voilà. Alors, même quand on est dans la finance, quand on n'a fait que ça, c'est difficile, à moins d'avoir à sa disposition des outils qui permettent d'abord, effectivement, de définir un projet facilement, et ensuite de voir ce que les différentes façons de faire dans la manière d'investir vont avoir comme influence sur l'objectif que je me suis fixé. Donc c'est là où le digital est complètement central, parce que ça va permettre de mettre à la disposition de monsieur tout le monde des outils qui étaient jusqu'à maintenant réservés aux institutionnels. Et d'ailleurs, les institutionnels ont été les premiers à en bénéficier. Monsieur Vidal, chez Ecofi, est-ce qu'on met une couche innovation pour aller encore plus loin dans la conquête de clients? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Nous, acteurs de la gestion d'actifs, sommes confrontés aujourd'hui à une double révolution. La première est technologique. Le digital, on vient de le dire, Adina l'a souligné. Je rajouterai par rapport au digital, au-delà du fait qu'il a modifié les habitudes d'achat de tous les consommateurs, et dans la finance, un consommateur, on appelle ça un investisseur, donc la finance n'échappe pas, la gestion d'actifs n'échappe pas à cette modernisation. Il faut savoir que le digital s'est immiscé partout où il y a de l'insatisfaction client et des marges importantes. Donc le premier enjeu en fait, qui attend les acteurs de la gestion d'actifs, c'est de faire partie de cet écosystème de l'investisseur 2.0 qui a besoin de nouveaux outils pour pouvoir préparer ses placements. La deuxième révolution à laquelle on est confronté dans la gestion d'actifs, c'est une révolution qui, elle, est d'ordre plus industriel, qui concerne directement la gestion d'actifs. On a déjà touché un tout petit mot aussi. C'est une révolution qui est liée au profil de l'investisseur. L'investisseur prend plus rapidement conscience aujourd'hui du besoin de constituer une épargne de précaution, une épargne de placement. Et pour ça, il a besoin d'aide, il a besoin de solutions sur mesure. Le deuxième enjeu qui anime la gestion d'actifs de demain, c'est celui de pouvoir fournir à tous les investisseurs une solution d'investissement individualisée, mais de manière industrielle. On le voit, donc on a aujourd'hui des nouveaux produits, on a des sociétés de gestion qui sont prêts justement à accompagner cette innovation pour se distinguer et de proposer de nouveaux services. Dans ce cadre-là, comment Euronext peut accompagner ce changement? Bonjour à tous. Eh bien, Euronext, en tant que place de marché, infrastructure de marché, a en sa possession vraiment tous les outils pour proposer une place centralisée, transparente, automatisée. Et ça va complètement dans le sens des révolutions qu'on a évoquées, des changements profonds qu'on a évoqués, que ce soit sur le profil des investisseurs, sur la rupture technologique, mais également, je pense, un point qui est extrêmement important, qui va dans le sens de ce que l'on veut proposer, c'est les changements réglementaires qui accompagnent toutes ces évolutions, parce que tout à l'heure, vous parliez de la dimension prix qui est extrêmement sensible pour le client. Et très clairement, la partie réglementaire vient énormément jouer là-dessus, avec, je vais citer à titre d'exemple, deux
réformes qui ont eu lieu, donc la Retail Distribution Review en 2013 au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui a profondément changé le panorama de ce qu'on appelle les IFA, nos CGP à nous, avec l'interdiction totale des rétrocessions, donc un shift réellement dans la manière dont on est rémunéré pour donner du conseil en investissement, et qui donne aussi une plus grande information sur le prix aux clients, et également MiFID 2, pour parler d'un sujet très actuel, qui va non pas interdire mais encadrer très fortement la rétrocession avec ces notions d'indépendance ou de non-indépendance, le cas échéant, pour les distributeurs. Et une place de marché comme celle d'Euronext, qui est complètement setupée sur un modèle sans aucune rétrocession et très transparente, nous pensons réellement vient répondre à ce type de besoin. Très bien, merci. Donc là, on a dépeint, on a fait un premier tour avec le contexte, les raisons du changement. On va rentrer maintenant dans le cœur de notre sujet, sur les fintech, les robo-advisors. Olivier Gentier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents types de fintech qui existent? Est-ce qu'on est plutôt, l'avenir c'est plutôt le B2B, le B2C? Comment on s'adresse aux clients? Est-ce qu'on passe par un intermédiaire? Est-ce qu'on va directement vers le client final? Comment évolue cette jungle, cette nouvelle jungle des fintech? Alors je vous propose de nous focaliser juste sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fintech épargne, parce que sinon, si on prend l'ensemble des fintech, on passe du paiement jusqu'à tout le reste, on en a, je pense, pour jusqu'à au moins la fin de l'après-midi. Sur les fintech épargne, donc ce qu'on appelle plus vulgairement des robots advisors, même si je vous avoue que j'aime pas trop ce terme, et je pense qu'Adina ne me contrarierait pas, parce que il regroupe effectivement plein de différences. Certains sont positionnés effectivement directement en B2C, c'est la vitrine que nous on propose sur advice.fr, où on a développer ce service en direct auprès d'une clientèle, mais d'autres vont aussi se focaliser sur du B2B2C, c'est d'ailleurs mettre à disposition cette technologie pour venir équiper les réseaux traditionnels. C'est également ce qu'on fait, c'est avant tout nous aujourd'hui notre positionnement, parce qu'on pense que l'épargne, il ne faut pas essayer de la déplacer comme ce qu'on a essayé de faire pendant des années, c'est-à-dire globalement essayer d'avoir une offre commerciale plus intéressante ou alléchante que son voisin, mais qu'il faut aller la chercher là où elle est et aider le client là où il est, puisqu'aujourd'hui le consommateur, il n'a pas forcément envie de faire beaucoup d'efforts, il a juste envie que le conseil vienne à lui. Donc on retrouve effectivement aujourd'hui dans les offres des fintech épargne un petit peu tout ça, à la fois des gens qui vont spécialiser aujourd'hui sur une offre directe à une clientèle particulière, et puis d'autres qui vont mettre à disposition des assureurs, des distributeurs, des asset managers, un ou plusieurs modules qui vont permettre finalement de démocratiser, d'aller individualiser le conseil financier, ce qu'il faut reconnaître, on ne fait pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, à moins d'être riche et avoir la chance d'accéder à un très bon CGPI ou à un gérant privé, vous n'avez pas de conseil financier à proprement dit, sauf à acheter des solutions complètement packagées et donc sans aucune individualisation derrière. Donc ça veut dire que votre fintech est concurrente d'un CGP traditionnel? Il n'est pas concurrent aujourd'hui, bien au contraire. Nous, on commence à déployer notre solution chez des acteurs traditionnels. On est complètement complémentaires. Et il y a un chiffre très parlant qui le prouve. Aujourd'hui, un CGPI, ça va avoir entre 100 et 300 clients minimum par personne. Dans les réseaux bancaires traditionnels, on va se retrouver avec un ratio de 500 à 700 en moyenne clients par conseiller. Il n'est juste complètement impossible de suivre aujourd'hui les clients, et d'ailleurs c'est pas forcément ce qu'ils veulent, donc il est impossible de les suivre à la fois lors de la souscription, il est impossible de les suivre ensuite dans le temps, et le digital il est là pour accompagner justement les réseaux traditionnels, les circuits de distribution traditionnels vers cette démocratisation du conseil. Adina, votre maison, votre fintech, elle s'adresse directement au public en B2C? Elle privilégie plutôt le B2B2C, le B2B? On en est où? Donc nous, on n'a jamais fait du B2C. Le C, on le connaît finalement que très peu. Nous, historiquement, on est une société d'ingénierie financière. Donc on a d'abord travaillé sur des moteurs d'allocation d'actifs pour des institutionnels. Donc on fait ça depuis maintenant 6 ans avec des grandes maisons, des assureurs, des sociétés de gestion, des fonds de pension aux États-Unis, etc. Donc nous, on est parti du B2B, de cette construction de moteurs d'allocation. Et grâce au digital, on a pu, au digital et à l'intelligence artificielle, parce qu'il faut quand même s'aider un petit peu, on a pu en fait industrialiser cette manière de faire des solutions sur mesure qu'on ne pouvait faire que pour des très gros, de manière à ce que ça puisse aller jusqu'au bout vers le consommateur. Mais nous, on reste dans le B2B ou alors dans le B2B2C.
Donc on s'adresse à ces fameux conseillers. Et d'ailleurs, juste un point sur la sémantique. Là où vous parlez de robot advisor, moi je préfère parler, en tout cas en ce qui nous concerne, de robot allocator. L'advisor, c'est le conseiller en face. Nous, on est un petit bout de la chaîne. Très bien. Chez AXA IM, est-ce qu'on prend ce genre de briques pour la proposer à vos clients, à vos nombreux clients? Comment vous travaillez un petit peu avec cet environnement des fintech? Est-ce que quand on est une grande maison comme AXA IM, on se dit on va travailler avec plusieurs fintech parce qu'on ne sait pas exactement laquelle va fonctionner, ou est-ce qu'on prend des vrais paris? Ou est-ce que c'est quelque chose que finalement c'est tellement stratégique que ce sera développé en interne? Alors, nous, en fait, sur la capacité de recommander des allocations, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on voit avec le thème du robot advisor, c'est le fait de digitaliser cette capacité d'allocation et de faire des préconisations en fonction des profils d'investisseurs, de leurs horizons, de leurs contraintes. Et puis, aussi bien pour des institutionnels que pour des profils de particuliers en fonction de leur appétit au risque. Nous, aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'être en B2B et en B2B2C. Donc, en fait, aussi bien vis-à-vis d'institutionnels que de distributeurs du type les banques privées, évidemment, je vais citer AXA, les assureurs qui ont besoin de mieux valoriser tout ce qui est les unités de compte pour compléter l'épargne des particuliers et qui ne soient pas à orienter trop sur le fonds en euros. Eh bien, on est en train de regarder pour développer des solutions qui soient plus digitales. Mais notre positionnement, c'est on est là pour fabriquer des solutions de gestion. Et donc, soit c'est des briques, soit en fait, c'est des solutions plus packagées qui conviennent mieux à des investisseurs retail ou des acteurs du B2B2C qui veulent avoir des solutions plus simples pour des clients qui répondent plus à un objectif plutôt qu'à une approche très benchmarkée. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse de travailler avec une fintech? C'est de se dire, là, je vais avoir un produit qui va être bien customisé et qui va me permettre de produire des rapports très ludiques, parce qu'un des points forts de ces fintechs, de ces nouveaux entrants, c'est de rendre un petit peu ludique la gestion, si vous permettez, qui était un peu jugée par le passé, un peu aride, un peu poussiéreuse. Là, on est sur des approches, sur des outils plutôt sympathiques, donc on a envie de faire de la gestion avec son smartphone, ce qui était justement impossible il y a quelques années. C'est ce côté ludique ou c'est ce côté, finalement, là, on a des outils industriels poussés qui nous permettent finalement d'avoir un produit pas très cher, donc ça coûte peut-être moins cher qu'un comptable ou qu'un gestionnaire, on va dire, traditionnel, un être humain. Ou est-ce que c'est peut-être ces deux atouts, le côté ludique et le côté un produit innovant qui nous permet de faire des prix compétitifs? Dorothée, mais c'est valable aussi pour vous chez Ecofi, M. Vidal. Alors nous, chez Ecofi Investissement, on est dans le B2B2C. On ne fait pas de B2C. Et dans toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui, en fait, quels sont les avantages pour l'investisseur final? Bien, tout ce qui est fintech, tout ce qui est robot advisory aujourd'hui permet de replacer en fait le client, l'investisseur au cœur du dispositif. Quels avantages il va en tirer de cette position-là? On va pouvoir lui mettre à disposition une solution sur mesure, adaptée à ses projets. Le robot advisor, lui, il est disponible tous les jours. On ne prend pas rendez-vous avec lui. Il s'invite chez vous. Vous l'appelez et il rentre chez vous. Il n'a pas d'état d'âme, il n'est pas cher. Donc, comment fonctionne toute cette mécanique-là à partir du moment où on la met en œuvre dans une solution industrielle? Eh bien, ça fonctionne en deux étapes, ou plutôt ça fonctionnera en deux étapes. La première étape consiste à construire la solution d'investissement, et la deuxième étape, elle, va consister dans la maintenance, l'entretien de cette solution-là pour la mener dans les meilleures conditions à terme. Donc le parcours client, on en a parlé un tout petit peu, qui va consister à mesurer la capacité d'épargne de chacun des investisseurs dans un premier temps. Il va y avoir ensuite une analyse du besoin, des projets de l'investisseur. On va même peut-être pouvoir l'aider à simuler le coût de ces projets-là, l'achat d'un véhicule,
l'éducation des enfants, l'achat d'un bien immobilier, la retraite, la transmission. Les projets sont multiples. Les calendriers sont tous différents. Donc l'automatisation va permettre derrière de proposer à chaque individu une solution qui sera réellement customisée, avec une allocation qui sera vraiment optimisée, qui va consister à aller choisir sur le marché, monsieur Euronext, des solutions qui, elles, vont consister dans maximiser la probabilité de l'atteinte de l'objectif du client final. Et là, on aura fini la première partie du chemin, dans le sens où on aura construit la solution d'investissement pour chaque investisseur. Ensuite, il faut la maintenir, cette solution-là. Et la maintenance de cette solution va passer par le dialogue avec l'investisseur. Le dialogue avec l'investisseur, lui, consiste dans le suivre, prendre rendez-vous régulièrement avec lui, l'informer, réallouer les allocations, le cas échéant, en fonction de sa situation financière qui a pu évoluer, et puis bien entendu, lui faire des propositions quand il y a des alertes qui peuvent se passer sur les marchés ou dans l'économie mondiale. Donc on compte vraiment, nous, chez Ecofi Investissement, sur les robots advisors, sur les robots allocators, et sur toutes les fintechs pour nous aider à construire, à donner aux investisseurs finaux les moyens de réaliser leurs projets dans l'avenir. Et c'est un public qui est plutôt aisé, plutôt moyenne gamme, ou ça s'adresse à l'ensemble de vos clients? Est-ce qu'il y a une typologie? Est-ce qu'on propose un robot allocator ou un robot advisor à tout le monde ou pas? On est dans le monde de l'automatisation. À partir du moment où on a passé le cap à partir du moment où l'automatisation est devenue une commodité, cette solution-là s'adresse à tout le monde, bien entendu. C'est ça l'objectif. Chez AXA IM, on est sur la même logique. Ça s'adresse à tout le monde? Nous, ce qu'on comprend, c'est que le parti pris des robots advisors, c'est vraiment de toucher le mass affluent. C'était ce qui était dit tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, le sujet, c'est que si vous avez un gros patrimoine financier, il n'y a pas de problème, vous avez un très bon service et vous avez la possibilité soit de le faire en discretionary ou soit de choisir vous-même vos supports en fonction de votre intérêt pour la finance, on va dire. Quand vous êtes un particulier avec un niveau de patrimoine qui est beaucoup moins important, c'est très très limité. Donc en fait, pour revenir à l'aspect du ludique, finalement, ce qu'apportent les robots advisors, c'est ce côté très digital auquel on est tous dans notre quotidien très sensibles. Donc apporter ce côté plus charmant de la finance qu'on n'a pas toujours, parce qu'on a quand même des grosses contraintes par rapport au niveau de risque, par rapport à l'horizon d'investissement. Donc, ils sont quand même des éléments importants dans une prise de décision pour un particulier. Donc, ça amène de la fluidité dans la compréhension des produits. Aujourd'hui, Robot Advisor, ça utilise surtout des briques. Et évidemment, je pense que tous, ils vont devoir enrichir leurs offres parce que la concurrence, eh bien, elle est partout. Donc, elle est en train de se créer sur les Robot Advisor en France. Et donc, si là, aujourd'hui, ils utilisent beaucoup au niveau des sociétés de gestion ce qui s'apparente à des briques, bah, peut-être que dans les années à venir, ils vont aussi enrichir leur offre avec des choses qui soient plus de l'ordre de solutions. C'est en tout cas, nous, le pari qu'on fait, parce qu'il faudra qu'ils soient eux-mêmes très distinctifs dans leurs offres et dans leurs propositions. Comment on se distingue, Olivier? Mais je pense que tout a été dit. Il y a deux choses extrêmement importantes que moi je retiens dans tout ça. C'est premièrement, c'est de rajouter de la facilité dans un monde qui est devenu très complexe, parce que très régulé, parce qu'aussi réfléchissant d'une manière très verticale finalement. Aujourd'hui, on est dans une vente de produits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui inventent des produits ou des solutions, et ça c'est poussé par un réseau de distribution une bonne fois pour toutes, et puis après c'est terminé sur le mass affluent. Donc c'est là où nous, robots, on essaye de rapporter de la proximité, de réinverser la tendance en disant effectivement on va partir du client, on va écouter ses besoins, on va après lui proposer les différents types de solutions. Et chose extrêmement importante que rappelait Dorothée, oui, il va falloir effectivement nous diversifier, mais on se diversifie en tout cas chez Advice Group. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que notre technologie, elle est efficace en fonction pour être proposée à du B2B2C, c'est-à-dire à des gens qui ont déjà des talents, des expertises dans la location, dans la construction de produits, et que c'est pour les aider finalement à faire le dernier kilomètre, ou au contraire,
je vais le reprendre dans l'autre sens, aider les clients à trouver dans cet amalgame aujourd'hui, dans ce catalogue énorme, il y a 35 000 parts de fonds aujourd'hui disponibles en France. Comment vous voulez vous y retrouver quand vous êtes un investisseur particulier et que finalement votre seule préoccupation, elle est à un moment donné d'épargner pour un projet et de penser que le banquier que vous avez en face de vous, il va vous aider à le faire. Et ben ça, c'est le robot qui va aider le banquier à mieux le faire pour que le client au final soit satisfait. Merci. On a fait donc un focus sur les robots, un focus sur les fintech. On fait un autre focus maintenant sur les fonds en bourse. En quoi ça consiste, Monsieur Louchard? Alors, les fonds en C'est bourse... une grande nouveauté Euronext. Oui. Donc, le concept, le projet qui porte un nom, Euronext Fund Service Paris, qui va voir le jour prochainement. Donc, on est sur la finalisation du projet, consiste réellement à rendre accessibles ces fameux fonds dont nous parlons depuis tout à l'heure en bourse. Alors, l'idée derrière, je dirais, il y a un mot-clé, c'est l'accessibilité. Parce que depuis tout à l'heure, on parle en effet du nombre extrêmement important de fonds auxquels un investisseur peut avoir accès, mais ce fameux accès n'est pas toujours si évident que cela, quand bien même il a sélectionné que ce soit un investisseur particulier ou un institutionnel. On a travaillé énormément durant les 2 dernières années avec la place, avec des sociétés de gestion. On a des témoignages concrets de sociétés qui ont raté des opportunités d'investissement dans leurs fonds parce que le parcours de l'investisseur pour aller jusqu'à réellement investir dans le fonds était jugé soit trop coûteux, soit trop complexe en termes administratifs. Or, la solution qu'on souhaite apporter permet de régler ces soucis-là et avec le membre naturel qu'est le courtier, qui est un acteur très important dans la chaîne bourse, évidemment chez Euronext, on a une automatisation des process qui est quelque part celle que l'on peut retrouver aussi sur, on en parlait tout à l'heure en guise de clin d'œil, celui des ETF. Un des facteurs clés des ETF, au-delà des frais, du fait qu'on peut acheter, vendre le produit à tout instant sur une séance de bourse, il y a ces notions d'accessibilité et les courtiers ont bien vu la chose, que ce soit des courtiers classiques rattachés à des grandes banques d'investissement qui parlent à des fonds de pension, des asset managers, mais aussi des courtiers en ligne pour des gens comme vous et moi. Là, il y a clairement donc des acteurs qui se sont emparés de ces sujets-là et qui veulent être les leaders des produits qui sont justement rendus disponibles en bourse, auxquels ces fonds non ETF n'appartenaient pas auparavant. Donc le but, c'est vraiment d'apporter cette accessibilité. Donc je pense que ça répond à ce premier besoin. Et également pour les investisseurs étrangers, on a déjà eu on parle dans le titre de notre table ronde, on parlait de la chance de ces fintech et de l'accessibilité des fonds en bourse pour les gestions françaises. Le but aussi est là, c'est vraiment que l'on puisse aider les sociétés de gestion françaises à rendre leurs fonds plus accessibles pour une clientèle internationale qui, là encore une fois, on l'a eu sous forme de témoignage, est parfois un peu déroutée face à certaines problématiques administratives ou de coûts. Et là, on rentrerait dans un modèle qui faciliterait donc au travers des courtiers. Et juste, je me permets également, je parle depuis tout à l'heure des courtiers, on parlait des fintech, c'est aussi une des évolutions que l'on peut voir, c'est des acteurs qui jusqu'à aujourd'hui, le courtier, son rôle c'est de faire de l'exécution essentiellement. Une des choses que permettent les fintech, c'est de leur donner une corde supplémentaire potentiellement. Certains courtiers avec qui on travaille régulièrement, qui sont très intéressés au projet de l'admission en bourse des fonds, regardent de très très près les fintech, les robots allocators, les robots advisors, en se disant mais tiens, finalement, est-ce que moi, je ne pourrais pas rajouter une corde à mon arc et au lieu de proposer uniquement de l'exécution, proposer un service plus large, plus complet et aller jusqu'à, en amont de l'exécution et de proposer le conseil et l'allocation aux clients. Et concrètement, ça veut dire quoi un fonds coté en bourse, un fonds qui se négocie comme une action? Ça commence à 9h et ça finit à 17h30 ou c'est plutôt des fixings? Concrètement, comment... Oui, non, tout à fait, je vais vous expliquer. Et justement, en effet, on ne peut pas parler de cotation. Parce que par cotation, on voit comme sur une equity, une action, un ETF, justement. Là, non, on a en fait proposé un modèle qui était en ligne avec les besoins et la manière dont fonctionnaient les sociétés de gestion, mais qui
en même temps était viable côté courtier, broker. Donc concrètement, c'est un canal d'investissement là qu'on vient créer, mais on ne change rien, si vous voulez, à la manière dont le prix se forme. C'est-à-dire que nous, en tant que bourse, on ne va pas du tout intervenir sur le mécanisme de formation de prix. On va là dans notre modèle, avoir des ordres donc dits de souscription-rachat qui vont être uniquement sur le prix du fonds qui est la valeur liquidative. Donc concrètement, un investisseur à tout moment de la journée passe un ordre auprès de son courtier avec lequel il traite aujourd'hui de l'ETF, de l'equity, des obligations sur un fonds. Le courtier l'envoie par les canaux classiques à Euronext et Euronext l'envoie derrière à un acteur très important dans le monde de la gestion qui est l'agent centralisateur, qui a lui-même déjà aujourd'hui ce rôle de réceptionner tous les ordres de souscription-rachat jusqu'à un temps qui est donné dans la journée qui est différent pour chacun des fonds, qui est ce qu'on appelle le cut-off. Au moment du cut-off, on a un netting des positions et la soult va à la société de gestion. Donc là, ce que je vous décris, la partie post-cut-off, si j'ose dire, c'est vraiment de l'existant. Et ça a été ça, nous, notre défi, c'était de réussir à garder ces mécanismes qui conviennent aujourd'hui aux sociétés de gestion tout en le rendant accessible à la bourse et pour que ce soit donc un succès, pour qu'on ait à la fois d'un côté l'offre, les sociétés de gestion qui viennent en masse sur ce type de solution et de l'autre côté les courtiers qui puissent rajouter une corde à leur arc et proposer les fonds à leurs clients. Et vous espérez avoir combien de fonds ? Écoutez, c'est à ce stade une information que je peux malheureusement que difficilement divulguer puisqu'on est sous format on est en train de signer les contrats, donc c'est un peu malheureux. Côté journalistique. Mais et les maisons de gestion, est-ce que ça c'est un genre de projet qui peut vous intéresser ? Est-ce que ça peut vous aider dans votre gestion ? Est-ce que ça peut aider également vos clients ? Alors, je pense que AXA IM, on est peut-être un peu particulier dans ce projet de listing parce que nous, en fait, la problématique fonds français, fonds étrangers, on a pris une orientation il y a une dizaine d'années à développer pas mal de fonds de droit luxembourgeois parce qu'on avait énormément de demandes de nos clients qui trouvaient difficile de traiter sur des fonds de droit français. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister à la fois des fonds français et des fonds luxembourgeois. Et notre objectif, c'est de dire, voilà, on a des très bonnes gestions packagées sous forme de fonds qui peuvent tout à fait venir en concurrence avec des ETF et on veut mettre à disposition des brokers. Et grâce à Euronext, on a rencontré un certain nombre qui sont intéressés par nos propositions en disant, ben oui, ça nous intéresse. On a des clients à l'étranger, des clients que AXA IM, on a beau avoir un réseau de vendeurs important, il y a des clients qu'on ne connaît pas, qu'on ne touche pas, et on pense que grâce au travail, la mise à disposition que peuvent faire les brokers, les éléments de comparaison entre les différents produits, on a une possibilité de développer des opportunités de business, clairement. Vous partagez la même vision chez Ecofi ? Tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que l'ambition d'Ecofi Investissement, c'est de se développer sur l'international et auprès de la clientèle particulière. On en a suffisamment parlé depuis tout à l'heure. Je crois que ce nouveau canal de distribution, puisqu'on peut appeler ça comme ça, va permettre d'atteindre ces deux objectifs-là. Après, quels sont les avantages pour les sociétés de gestion et pour les investisseurs finaux de participer à un tel projet ? Eh bien, ce sont tout simplement les avantages que procure un marché organisé, un marché centralisé. Je rappelle juste qu'un fonds, un OPCVM, est une valeur mobilière. Une valeur mobilière, quoi de plus naturel que d'aller la chercher à la bourse ? À qui viendrait à l'esprit d'aller chercher du total ailleurs que chez Euronext, d'aller chercher de l'air liquide ailleurs que chez Euronext ? Non. D'ailleurs, les ETF sont même déjà chez Euronext. Donc pourquoi la gestion de conviction ne pourrait-elle pas bénéficier de la même exposition que cette classe d'actifs qui a beaucoup performé au cours des dernières années ? Donc donner la possibilité aux clients d'aller chercher sur un marché centralisé des OPCVM, c'est une opportunité. D'autre part, il faut savoir que la distribution actuelle des OPCVM est une distribution qui est organisée en silos. Ces silos sont relativement peu perméables les uns vers les autres.
Ces silos sont organisés par des distributeurs. Ces distributeurs, il faut les rémunérer. Si demain, un marché central permet de faire disparaître ces silos, on va rendre de la performance, on va rendre des frais de gestion au client final. Donc on le sent bien, l'intérêt de l'investisseur final de ce côté-là. Et puis enfin, n'oublions pas la réglementation. La réglementation va dans le sens de la transparence, elle va dans le sens de la protection de l'investisseur final. Je crois qu'avec une solution comme celle-là, on atteint ces objectifs-là. Et puis, la cotation, le listing des fonds sur la place de Paris, c'est contribuer au rayonnement de la place parisienne. Je me tourne maintenant vers les fintechs. Quels sont les avantages d'avoir des fonds cotés? Est-ce que ça change vraiment la donne ou c'est un petit plus pour le client final en matière d'allocation et en matière d'accompagnement? Je pense que ce qui est un petit plus pour le client final, c'est l'ensemble de ces évolutions qu'on vit aujourd'hui et qui ne seront un plus au global pour lui que si effectivement on fait l'ensemble du travail et qu'une fois encore on lui promet ce qu'il attend avant tout, c'est du conseil. On en parlait un petit peu en préparation de cette réunion. Faut pas se leurrer, il y a 200 000 investisseurs actifs aujourd'hui en bourse, de gens qui prennent vraiment à titre individuel des positions et qui les suivent. Le reste de la population française, déjà la finance, ça l'intéresse pas. Elle a juste envie, elle a juste des projets, elle a juste envie qu'on l'aide, elle n'a pas envie d'y passer beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est un monde extrêmement complet. Je ne sais pas si vous êtes dernièrement amusé à mettre des unités de compte au sein de votre contrat d'assurance vie et de les arbitrer régulièrement. Chez beaucoup d'assureurs, qui sont pour certains nos partenaires, hein, c'est le parcours du combattant. Donc c'est justement tout ce qui va vers la facilité, que le client ne verra peut-être même pas, mais qui va vers la facilité et qui va, je suis d'accord, vers beaucoup plus de transparence aussi des frais. Ça aidera de toute façon demain à rendre une épargne beaucoup plus dynamique et beaucoup plus utile à l'épargnant, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il faut quand même regarder les chiffres entre le fonds euro et les dépôts bancaires aujourd'hui. L'épargne des Français, elle est complètement stérile. Mais vous ne pensez pas que justement ça va basculer? Parce que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on avait un placement préféré pour les Français, c'était l'assurance vie en euros, parce que ça rapportait beaucoup, parce que c'était garanti, parce que c'était liquide. Le temps a un petit peu changé. Il peut être illiquide, il rapporte plus grand-chose. Donc justement, on a besoin d'alternatives d'allocation. La bascule, elle ne peut passer effectivement que par la prise de risque, et donc elle va nécessiter de l'accompagnement. Et aujourd'hui, l'accompagnement va venir lorsqu'on aura l'ensemble de cette chaîne de valeur, les robots, des systèmes de négociation beaucoup plus souples que ce qu'on peut avoir jusqu'à présent. Et après, je pense qu'il n'y aura pas de solution unique. On le rappelait tout à l'heure, le rôle de la FinTech aujourd'hui, elle est finalement d'aller individualiser des portefeuilles en fonction des besoins de chacun. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de unique. J'entends souvent des débats qu'on essaye de remettre sur le devant de la scène du ETF contre gestion de conviction, contre etc. Ben oui, au final, il faudra quand même qu'il y ait de façon quelqu'un qui, à un moment donné, donne le ton, donne l'allocation. Il pourra décider de faire du 100% ETF, du 100% conviction, un mix des deux, et puis chacun aura sa performance, et le client, ce qui l'importera surtout, c'est la performance qu'il va ressentir. Et je pense qu'on va aller vers une vraie diversité, finalement, des solutions à disposition des clients, diversité et simplicité. Adina, on peut faire combien de types d'allocations? Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'en ce moment, je ne sais pas, c'est le tout ETF, ou il y aurait une différence de fonds avec les fonds cotés? Comment vous sentez un petit peu le marché? Alors effectivement, idéalement, on fait autant d'allocations que de clients, que d'investisseurs, que de projets, etc. Mais ça, malheureusement, vous le trouvez nulle part, sauf chez Active Asset Allocation. Mais c'est dit. Non, blague à part, les investisseurs se retrouvent souvent regroupés par profil de risque, se retrouvent à avoir une allocation qui ne bouge pas dans le temps pendant très longtemps, etc. Donc tout ça, ça a l'air d'être individualisé, mais ça ne l'est pas tant que ça. Par contre, les fintechs vont avoir un vrai rôle à jouer là-dedans, parce qu'il y a de la vraie innovation qui existe en matière d'investissement financier, et qu'elles vont permettre de les mettre au devant de la scène. Et pour revenir juste un instant sur qui est le gagnant dans tout ça, eh bien c'est l'investisseur. Parce que d'un coup, il va se retrouver en capacité, grâce en fait à tout ce monde digital, alors on l'appelle FinTech ou comme on veut, mais ils vont pouvoir choisir le fournisseur du contrat, donc l'assureur, etc. Ils vont pouvoir choisir l'allocataire, ils vont pouvoir choisir le fournisseur de fonds, le gérant, et tout ça de manière transparente, coté en bourse, avec des frais qui vont aller vers le bas. Et effectivement, il va pouvoir se concentrer sur ce qui compte, sur la seule chose qui compte pour lui, c'est son projet financier, c'est ce qu'il essaye de faire.
Et avec quelle performance? Est-ce qu'on peut se dire finalement, en mettant des briques FinTech, on aura une performance qui sera, somme toute, identique à celle qu'on avait auparavant, mais comme il y a des frais moins importants, in fine, le client final sera gagnant. Est-ce qu'on a déjà un petit peu de retour d'expérience? Alors ça, c'est la réponse facile, je pense, de dire oui, si on baisse les frais, forcément, il y aura plus de performance pour J'ai plein l'investisseur. de contre-exemples sur le sujet, Oui. en partie chez nous qui avons une gestion de conviction et qui sont beaucoup mieux que les gestions 100% pas chères, soi-disant. Voilà, mais ce qui compte, ce n'est pas la performance per se. Ce qui compte, c'est est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas. À tout moment, qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif? C'est ça qui compte. Ce n'est pas le fait d'avoir une perf de 2%, de 4%, de 6%. Est-ce que j'arrive à réaliser mon projet en prenant le risque que je suis prêt à prendre et pas plus que ça? Le client, il sera satisfait au final si par rapport à son projet, il a eu une performance qui en tout cas répond, individuelle, qui répond. Alors peut-être qu'elle ne sera pas bonne parce que les marchés n'auront pas été bons. Et là, il faudra qu'elle soit, si possible, un peu meilleure que les moins bonnes. Mais voilà, ce qui est important, c'est une fois de plus la performance perçue par le client. Là, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, mais que tout ce qui est aujourd'hui digitalisation, fintech, etc., enfin tous les mots qu'on peut mettre derrière, c'est surtout de rendre tout ça individuel. Et c'est ça l'avenir de nos métiers, à mon avis. Donc ça veut dire que vous allez finalement proposer du sur-mesure à tous les clients à un prix défiant, c'est-à-dire toute concurrence. Non, mais une fois de plus, le prix, une fois encore, le prix, on l'entend, la disruption par les prix, si elle était arrivée, si elle avait fonctionné en France, il y a 20 ans maintenant que l'épargne en ligne existe, on aurait plus de 3% du marché. C'est limité aujourd'hui, la distribution de l'assurance vie en ligne, c'est 3% du stock. Donc ça veut juste dire que la disruption par les prix, elle n'a juste pas fonctionné. Elle fonctionne dans d'autres pays, elle fonctionne en Allemagne, etc. Le français, aujourd'hui, l'épargnant français, il veut plus de services, plus de solutions. Et c'est ce qu'on est en train de lui apporter aujourd'hui, que l'ensemble des acteurs essayent de lui apporter aujourd'hui avec la digitalisation. Merci, c'était une bonne conclusion. Merci à tous d'avoir été attentifs à cet atelier.